Merci. Bonjour et merci de m'avoir accueilli. Je m'exprime tout particulièrement ma reconnaissance à Marielle Boissard qui m'a demandé d'aborder la question du changement, de la réforme, mais pas la réforme qui vous intéresse, mais d'une façon philosophique plus générale. Qu'est-ce que serait un changement réussi? Qu'est-ce que serait une bonne réforme? Quelles sont les conditions d'acceptabilité de la réforme et quels sont les freins inhérents à toute réforme? Alors, des changements, nous en subissons et d'autres, nous les acceptons. Et la réforme se situe un peu entre deux, entre un changement que l'on subit, qui n'est pas volontaire, auquel on n'a pas pris part, pas directement, et puis un changement que l'on veut, que l'on désire, auquel on consent parce qu'il fait sens pour nous. Le changement, ce n'est pas le déplacement. Le déplacement, c'est un mouvement dans l'espace, alors que le changement, c'est un mouvement dans le temps. C'est un processus. C'est un processus imperceptible. Et pour penser le changement, on peut emprunter au philosophe et sinologue François Julien son concept de transformation silencieuse. Une transformation silencieuse, c'est un processus qui est imperceptible, qui se fait de façon diffuse, insensible. On peut penser par exemple au vieillissement, qui est un changement qui affecte non pas une partie du corps, mais l'ensemble du corps. Un changement que l'on n'aperçoit pas, on ne se découvre pas vieux un beau matin devant son miroir. Et puis, il y a des changements à échelle collective, comme le changement climatique dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est aussi une transformation silencieuse, puisqu'on ne la voit pas, cette transformation, mais on va voir apparaître ses effets par le réchauffement de la température ou par la fonte des glaces. Alors ça, ce sont des transformations silencieuses qui sont plutôt négatives, qui nous affectent de façon péjorative. Mais il y a aussi des transformations silencieuses qui sont bénéfiques. Par exemple, la vie intellectuelle, on peut mûrir, on peut capitaliser des expériences. C'est une maturation intellectuelle qui fait qu'on parvient à une certaine lucidité. Je peux prendre l'exemple de Michel Foucault, que vous connaissez sans doute, au moins de nom. C'est un philosophe qui s'est intéressé pendant une période de sa vie aux institutions, tout particulièrement les institutions qui enferment les anormaux, les patients atteints de troubles psychiatriques, la prison. Et puis, à la charnière des années 1980, ce philosophe va s'intéresser à une toute autre problématique, celle du souci de soi. C'est le titre de ce livre inattendu, où il s'interroge sur le rapport à soi, comment on se construit, sa subjectivité, son intériorité, sa singularité. Et on pourrait se dire, c'est une rupture dans sa trajectoire intellectuelle. Mais on peut aussi penser qu'il s'agit plutôt d'une transformation silencieuse, au sens où peut-être qu'une réflexion approfondie sur les institutions va déboucher à un moment donné, dans une deuxième vie, vers une réflexion sur l'individualité, sur le soi, sur le souci du soi, et il change totalement d'arrière-plan culturel puisqu'il va s'intéresser à la philosophie grecque et romaine. Et alors, toujours pour citer François Julien, chacun dans notre vie, nous pouvons aussi vivre une seconde vie. Il reprend le terme
exister, existere en latin, ça veut dire sortir hors d'eux. Nous avons tous une première vie au cours de laquelle on fait des efforts, on s'implique pour être reconnu, et puis se produit un changement imperceptible, cette transformation silencieuse qui est une sorte de renouvellement de la vie. On sort de cet enlisement, de cet empêtrement dans le quotidien, la routine, et c'est ça la seconde vie où on va véritablement exister, être absolument soi-même. Alors, autre concept pour nous aider à penser le changement, toujours de François Julien, il y a ce concept qu'il appelle la stratégie oblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que si on prend par exemple le cas qui l'intéresse de l'art de la guerre chinois, on fait en sorte qu'il n'y a même pas besoin de livrer bataille et que l'ennemi va s'avouer vaincu face à vous. Par exemple, la stratégie va consister à s'attaquer aux lieux de ravitaillement, aux ressources alimentaires pour que l'ennemi soit affamé, assoiffé, et que donc il se livre et que vous n'ayez pas eu besoin de livrer un combat. On peut penser au cas du jardinier qui ne va pas tirer sur une jeune pousse, mais qui va biner, c'est-à-dire sarcler, aérer, aménager la terre, créer les conditions pour que la pousse elle-même arrive à maturation. Donc il y a une différence entre l'action qui est volontariste et la transformation qui se fait de façon imperceptible, de façon dégradée, progressive, où on fait venir au grand jour, on fait advenir ce qui est déjà à l'état latent. Aristote disait « actualiser ce qui est déjà en puissance ». Alors, l'auteur dont j'ai parlé, François Julien, semble penser que cette stratégie oblique est caractéristique de la culture chinoise. Pour ma part, il me semble que ces stratégies obliques, nous en trouvons des déclinaisons aussi dans notre culture. Et je voudrais en citer 3 exemples. Il y a la méthode de l'entonnoir, il y a la méthode de la maïeutique et il y a, de façon plus récente, la théorie du nudge, la théorie du coup de pouce, le paternalisme faible. Je vais les passer en revue rapidement. Prenons le cas d'une infirmière coordinatrice. Elle travaille dans une unité de prélèvement des organes. Elle doit évoquer l'éventualité, lorsque le patient est éligible à un prélèvement, qu'il est par exemple en état de mort encéphalique, elle doit évoquer avec les proches la possibilité du don d'organes. Alors, bien sûr, il y a une règle, qui est la règle du découplage, qui fait qu'on va maximiser l'écart entre le moment de l'annonce du décès, qui est terrible pour les proches, qui est un effondrement, une détresse, et le moment d'évoquer le prélèvement d'organes. Mais cet écart, il ne peut pas être très important, puisque les organes, si on veut que le prélèvement soit efficace, doivent être encore chauds, ne doivent pas se dégrader. Alors comment va-t-elle faire? Elle va utiliser une stratégie de l'encerclement, une stratégie de l'entonnoir, c'est-à-dire non pas du frontal, c'est pour ça que l'oblique s'oppose au frontal, aller directement à l'essentiel, mais plutôt parler du défunt, parler de son histoire, de ses préférences, de ses valeurs, des anecdotes qui laissent entendre que s'il avait pu s'exprimer dans les temps, il aurait été d'accord.
pour le prélèvement des organes. Donc, il s'agit de faire venir au grand jour une parole, un consentement qui émane de la personne et non pas d'agir de façon volontariste. L'exemple de l'infirmière coordinatrice montre ce que disait déjà Aristote également, c'est que l'éthique n'est pas incompatible avec la stratégie. Ce n'est pas de la manipulation. Il y a de l'éthique qui fixe les fins, c'est-à-dire prélever des organes par fraternité envers ceux qui sont dans la souffrance, qui vont mourir s'ils ne disposent pas d'un greffon. Et puis, la réflexion sur les moyens qui relève de la stratégie, de la tactique. Mais l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, preuve en est le travail que fait l'infirmière coordinatrice. Alors, je passerai peut-être moins de temps sur la maïeutique parce que vous la connaissez. L'accouchement des esprits, vous savez que Socrate était le fils d'une sage-femme et il s'est dit « je vais faire la même chose que ma mère, sauf qu'au lieu d'accoucher des corps, j'accoucherai des esprits ». À cette époque, il n'y avait pas d'homme enceint. Alors, bel exemple de transformation silencieuse, la gestation. Quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Eh bien, dit Socrate, il ne faut pas enfourner un savoir dans l'esprit de notre interlocuteur, mais par un jeu réglé de questions-réponses, l'amener par lui-même à découvrir les connaissances qu'on voudrait qu'il s'approprie. Voilà encore une stratégie oblique. Et troisième exemple, ce sera mon dernier, c'est celui de la théorie du nudge. Le nudge, c'est un mot en anglais assez difficile à traduire, mais qu'on peut traduire par coup de pouce, petit coup de pouce, pour vous faire agir, certes librement, mais dans le sens préférable. On postule le fait qu'on a le droit d'influencer les préférences des gens. Alors c'est par exemple un nudge qui a été utilisé au moment de la pandémie, lorsque la question s'est posée de savoir si on allait ou non obliger la population à se vacciner, imposer, comme le voulait un groupe parlementaire à l'Assemblée, imposer la vaccination obligatoire. Alors, heureusement, la puissance publique n'a pas suivi cette stratégie très périlleuse de face à face entre la puissance publique et la société civile. Le nudge, ça a été de dire on va respecter ceux qui ne se vaccinent pas, ils peuvent aller et venir, mais simplement, pour entrer dans des lieux publics, pour aller au cinéma, à l'hôpital, au restaurant, etc., il faudra le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est le nudge, la matérialisation du nudge, c'est-à-dire vous êtes libre, mais on vous donne un petit coup de pouce pour que vous agissiez conformément à vos intérêts et aux intérêts de la société. Je parlais à l'instant des dons d'organes. La doctrine du consentement présumé est aussi une expression de la théorie du nudge, puisque si vous êtes contre les dons d'organes, vous devez faire toute une démarche, vous tourner vers l'agence de biomédecine, vous inscrire au registre du refus. C'est plus coûteux d'être contre, alors que par le consentement présumé, c'est plus facile, il n'y a pas d'effort cognitif à faire. Alors donc, le résumé de ce petit propos introductif, c'est de dire qu'une bonne réforme, c'est une réforme qui ressemble un peu à une transformation silencieuse, qui n'est pas une volonté spectaculaire, saillante, qui va s'imposer au réel récalcitrant, mais qui va épouser une ligne de courbure, qui va abonder dans un sens, prolonger un mouvement avec une attention toute particulière à ce que François Julien appelle également
le potentiel de situation. Quelles sont les conditions, quelles sont nos ressources pour que nous puissions faire adhérer les acteurs de terrain à la réforme. Alors pourtant, toute réforme fait des mécontents. Même une bonne réforme suscite des réactions mitigées. Le réformateur est parfois vexé, blessé par les réactions d'hostilité qu'il s'attire avec son projet. Il déplore l'archaïsme, l'inertie des masses. Il regrette, se navre parce qu'il trouve que chacun se complaît dans sa routine, son conformisme, son train-train, et par paresse intellectuelle ne veut pas changer. Bon, il invoque des éléments psychologiques, subjectifs, qui sont probablement en partie fondés, mais pas complètement au sens où l'acteur de terrain, la petite main, comme on l'appelle, n'a pas complètement tort de se méfier du réformateur. Pourquoi ? Parce que le réformateur, il a des idées, il évolue dans le monde des idées. Il fait une modélisation. Et un modèle, qu'est-ce que c'est ? C'est une schématisation. Et une schématisation, c'est une simplification. Donc tout est simple en théorie, et ceux qui vont subir la réforme savent bien que tout ce que n'a pas pris en compte le théoricien, le réformateur, eux, ils vont le rencontrer. Les aspérités, les impondérables, l'imprévu, il va se cogner au réel, celui qui va mettre en œuvre la réforme. Et donc, on pourrait demander au réformateur une garantie, c'est qu'il subisse lui-même les effets de sa réforme. Alors, c'est une boutade, mais pas complètement, parce que pensez par exemple à un restaurateur. Le restaurateur décide qu'il va changer son plat du jour, ou il va augmenter le prix du plat du jour. Il a une idée comme ça, mais il va subir le verdict de son idée. Est-ce que les clients ne vont pas aller dans le restaurant d'à côté si je monte les prix ? Vous voyez, il est soumis à ce devoir de vigilance, cette prudence, parce que si son projet ne donne pas les résultats escomptés, c'est lui-même qui en sera le premier à payer les pots cassés. Donc voilà pourquoi on a le droit de demander aussi aux réformateurs de faire cet effort, de se mettre à la place de ceux qui vont la mettre en musique. Alors, la tâche du réformateur, je ne sais pas combien il m'en reste de temps, monsieur le président de séance. 5 minutes ? La tâche du réformateur, elle est rendue peut-être difficile par un élément infrastructurel qui est que aujourd'hui le changement n'est plus synonyme de progrès. Longtemps, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pendant la période des 30 Glorieuses, il fallait changer, on n'arrête pas le progrès, parce qu'on savait que quelque part, tout changement entraînait dans sa course des effets vertueux, on allait vers un bonheur démocratiquement partagé, l'amélioration du niveau de vie des masses, etc. Et donc aujourd'hui, le réformateur est en difficulté parce que dans l'esprit des personnels, des professionnels, est-ce que ce changement a du sens ? Ça ne va plus de soi. Et on aura des gens qui diront « mais pourquoi faire changer ? Pour aller où ? Pour faire quoi ?» Il n'y a plus cette temporalité sociale avec cet horizon d'attente, cet avenir qu'on appelait le progrès. Le fait est que, pour la première fois depuis au moins la fin du XVIIIe siècle, nous ne croyons plus au progrès. Il y a une grille
d'explication psychologique que propose Étienne Klein, le philosophe et physicien. Il dit que dans les années 60-70, on fantasmait sur l'an 2000. L'an 2000, mais quelle chance de vivre à l'orée d'un changement qui n'est pas seulement le changement de siècle, mais qui était le changement de millénaire. Et on imaginait à l'an 2000 qu'on volerait, qu'il y aurait des robots partout, etc. Et puis arrive l'an 2000. On est au sommet de la cime et il va falloir redescendre. Et là, c'est une sorte de baby blues, de postpartum, je ne sais pas comment dire, mais de déprime. Parce qu'on va fantasmer sur quoi maintenant? Notre désir, notre éros, il va fantasmer sur 2050, 2100. On voit bien que ce n'est plus la même attractivité temporelle. Mais pour approfondir un peu cette perspicacité de Étienne Klein, je dirais que le XXIe siècle, on a déjà fait un quart de ce siècle nouveau, nous a fait rencontrer toute une série de déconvenues. Le XXIe siècle, ça commence le 11 septembre 2001, le pire attentat terroriste de tous les temps, 3000 personnes tuées dans les flammes avec 2 tours qui s'effondrent. Et puis nous, en France, la décennie des années 2010, on va être meurtri par ce que d'aucuns appellent un choc des civilisations, les attentats terroristes qui vont blesser, marquer la mémoire collective. Les années 2020 commencent par l'épidémie mondiale, retour à l'ancien monde, retour à la grippe espagnole de 1917. À peine sortie de cette pandémie, la guerre éclate à l'est de l'Europe. Qu'est-ce qu'on voit sur les images? Des chars, des tranchées, des images qu'on croyait à jamais révolues. Et donc, nos jeunes, comment est-ce qu'on va les motiver alors que nous n'avons plus d'espoir, nous ne croyons plus au progrès après toutes les déconvenues que nous avons subies? Alors, pour conclure, je dirais que rien n'est joué malgré tout et que peut-être l'humanité va être contrainte de se sauver, que rien n'est écrit et que même si on a du mal à croire en l'avenir, on peut croire en la jeunesse. Et on a le devoir de ne pas désespérer, de ne pas ajouter à la lamentation collective. Je n'ignore rien du réchauffement climatique, mais enfin, rien n'est joué. L'humanité a déjà connu des situations périlleuses. Elle s'en est toujours sortie. Et il faut qu'on dise à nos jeunes qu'on compte sur eux. Qu'on compte sur eux pour régler des problèmes que nous, on n'a pas été capables de régler. Donc tout reste possible, il y a des ressources, soyons attentifs au potentiel de situation et pourquoi pas, après l'âge du progrès, celui de la transformation silencieuse. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lecoq. C'est une belle vision que ça, cette transformation sur le point philosophique. Est-ce que dans la salle, il y aurait quelques personnes qui voudraient poser des questions à Monsieur Lecoz? Ou une réflexion? Alors moi, je vais me lancer, si vous permettez. Est-ce que vous pouvez nous donner les mots pour transmettre à nos enfants ce qu'on n'a pas réussi à faire? Ça serait bien. J'ai peut-être pas bien compris votre question. Non, je disais, est-ce que vous pourriez nous donner la recette, et en tout cas les mots, à transmettre à nos propres enfants pour leur expliquer nos échecs et ce qu'ils doivent faire? On peut leur parler de processus qui nous dépassent. Je disais au début de mon exposé qu'il y a des transformations, des processus qui sont hors de notre portée et qu'on a été emporté par cette dynamique du consumérisme et qu'on n'a pas vu venir tout cela, mais qu'en regardant l'histoire de l'humanité, les épidémies, des guerres épouvantables, on peut penser que le pire est derrière nous quand même.
il y a des défis à régler, des défis climatiques, écologiques, il y a des crises, mais on a déjà connu pire que ça et on s'en est sorti. Voilà. Rien n'est joué. On ne va pas leur inventer, leur refaire le coup du progrès, nous n'y croyons plus, on ne peut pas décider de réinventer un progrès, mais peut-être leur dire que vous pourriez peut-être concevoir un progrès auquel nous, on n'a pas pensé, une nouvelle conception du progrès de l'humanité, qui ne serait plus le progrès consumériste que nous, on avait porté. Oui, j'aurais une question. Est-ce que vous ne pensez pas que les changements ou les réformes qui peuvent advenir là sont en partie aussi portés par des formes d'idéologie et donc qui échapperaient à des formes de pensée relativement élaborées et qui nous mènent aussi dans le mur, hein, d'une certaine manière? Alors, je répondrai en disant qu'il y a deux types de sociétés à l'échelle mondiale. Il y a des sociétés modernes et il y a des sociétés traditionnelles. Dans moderne, il y a mode, le préfixe mode. Et la mode, c'est un phénomène de changement permanent. C'est l'inventivité, la créativité, l'innovation. Et donc, depuis l'avènement de la civilisation moderne, depuis le XVIIIe siècle, on est dans cette logique de valorisation du changement, le changement permanent, alors que les sociétés traditionnelles, elles regardent plutôt vers le passé, l'héritage, la fidélité à une mémoire, aux ancêtres, aux aïeux. Et donc, elles valorisent plutôt l'immobilité, ou en tout cas la reproduction d'un héritage dont il ne faut pas trop s'éloigner. Mais nous, on est pris dans ce processus d'autonomie. Je change, donc je suis. C'est une sorte d'injonction au changement qui mérite, oui, d'être questionné, parce que changer pour changer n'a pas de sens. On a encore une question là-haut, si vous me permettez. Oui, vous avez déjà un petit peu répondu à la question que je voulais poser, mais vous avez parlé que le changement n'était plus vu comme une source de progrès. Et pourtant, on est souvent stigmatisé quand on est réfractaire au changement. C'est-à-dire on va être montré du doigt comme réfractaire, justement, incapable de changer, etc., sous prétexte que ce changement serait par essence bénéfique. Oui, on a encore ce type de discours, mais je crois qu'il est quand même en train de s'épuiser, de s'affaiblir, et que le fait est qu'on n'ose plus parler de progrès. Vous voyez, dans le domaine de la santé, on parle d'innovation. Le mot innovation a remplacé le progrès médical. Plus personne n'ose employer ce mot, et on a le droit de résister à un changement qui n'a pas fait ses preuves. Je crois qu'il y a des éléments de langage qui sont incontournables, qui peuvent constituer le socle d'une réforme. C'est les valeurs, les attentes morales des gens qui seront concernés par ce changement. Ça, on a le droit de les faire valoir. Il faut qu'il y ait plus de possibilités d'initiative. Il faut que la réforme fasse écho à un besoin de considération, de dignité sociale. Il faut qu'elle soit porteuse de sens. Et tant qu'on n'a pas satisfait ces attentes morales essentielles, le changement n'est pas acceptable. Mais vous parlez d'un changement à quel on doit résister s'il n'a pas fait ses preuves. Mais est-ce qu'on peut résister à un changement prôné par des gens qui eux-mêmes n'ont pas fait leurs preuves ? C'est-à-dire qu'ils ne subissent pas le changement. Il faut leur demander, est-ce que vous serez les premiers à expérimenter la réforme dont vous me parlez ? Oui, on peut faire ça. Merci. On a bien reconnu l'auteur de cette question. Oui. Est-ce qu'il reste des questions ? Attends, il y a Michel. Oui, bonjour. Vous avez dit que pour le changement, il y avait une notion de désir et donc d'éros. Sauf que Thanatos est à l'œuvre, j'ai l'impression, dans notre monde. Et qu'est-ce qu'il nous reste pour
essayer de continuer à combattre le Thanatos. Eros et Thanatos, déjà Empédocle en parlait 6 siècles avant Jésus-Christ. Ce sont les 2 dimensions de notre être. J'ai parlé de la pandémie. On voyait bien qu'il y avait du désir de sauver les plus vulnérables, et puis en même temps, on a voulu sauver les personnes âgées, puis on les a enfermées. Et donc on voit que à chaque fois qu'il y a de l'éros, Thanatos est aussi dans l'ombre, et qu'on fait du mal en voulant faire du bien. Ça, mais je crois que c'est structurel, c'est dans toute société. Il faut, vous avez raison, remettre du carburant dans la machine à désir. Il faut à nouveau parler du désir, du plaisir. Moi, je le dis aux étudiants aujourd'hui, quand je les reçois en master, je coordonne un parcours de master humanité médicale. Le mot-clé, durant cette année, je leur dis, c'est le plaisir. Vous allez vous poser pour prendre un petit peu de plaisir. Voilà. Ça, c'est le carburant essentiel. Moi, Merci infiniment. Merci, on peut rester sur cette belle Bonne continuation. Merci.